Hello. Good Bonjour et bon après-midi. Et en fait, c'est bon matin pour vous qui êtes dans l'Est et pour vous qui êtes dans l'Ouest. Ça nous fait grand plaisir d'être des vôtres. Et nous avons des panélistes distingués, des spécialistes dans le domaine, des députés, des gens donc qui savent de quoi ils parlent et qui veulent bien mettre en pratique leur savoir. Nous sommes là pour discuter d'un sujet des plus importants qui est d'intérêt national, politique bien sûr, mais aussi personnel. Donc, merci à nos panélistes. Je m'appelle Daniel Bernhard, je suis le directeur général, les Amis de la radiodiffusion, un groupe de citoyens qui promeut la culture canadienne, la démocratie. Et en fait, nous sommes là à titre d'hôte aujourd'hui, car nous croyons que la démocratie doit être décente. Ça fait partie de la culture canadienne. Ce sujet, donc, tient à cœur à nos partisans et à l'équipe ici chez Friends. Je voudrais remercier nos partenariats, le Centre Samara pour la démocratie, Alina pour les représenter. Bienvenue au professeur Eddie Tworak et M. Chris Tonob de l'Université de la Colombie-Britannique qui ont publié un document formidable qui s'intitule « Le Troll sur la campagne électorale ». C'est au cœur de notre discussion aujourd'hui. Bienvenue aussi à nos distingués invités, Monsieur Angus, Madame Khalid, et qui sont là pour nous faire part, et Monsieur Zimmer, pardon, qui sont là pour partager avec nous leur savoir, leur savoir-faire et leur expérience, afin que nous puissions aller de l'avant ensemble, tous, dans le respect de la démocratie. Avant d'aller de l'avant, avant de demander à Adelina de nous faire part de quelques idées formulées par le Centre Samara, j'aimerais rappeler à tous nos panélistes qu'ils faire mieux que moi, c'est-à-dire il faut parler un peu plus lentement et clairement, car nous offrons cette séance dans les 2 langues officielles. Alors, veuillez mettre vos micros en sourdine, sinon les interprètes vont m'en vouloir et je regrette si je n'ai pas donné l'exemple. Nous sommes disponibles à prendre vos questions. Vous pouvez poser votre question dans la section en bas. En français, nous avons des collègues francophones qui peuvent prendre vos questions. Moi, je vais les traduire et les poser aux panélistes. Leur réponse peut être livrée en anglais, mais la traduction sera présente pour vous. Donc, cet événement est pratiquement complètement bilingue. For everyone else, Quant aux autres, eh bien, cet événement se veut interactif. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions en bas d'écran pour vous qui êtes à l'ordinateur et non pas au téléphone. Vous verrez qu'il y a la fonctionnalité Q et A, questions-réponses. Et on fera notre mieux pour y répondre. Dernière chose, si vous voulez garder le contact avec les amis ou même nous parler de ce sujet en particulier, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi voir la recherche sur le site www.friends.ca, les plateformes nocives. Mais bon, je vais maintenant céder la parole au Centre Samara, plus précisément à Adelina. Aimeriez-vous nous dire quelque chose? Merci. Oui, bien sûr. Merci de cette invitation. Si vous ne connaissez pas le Centre Samara, nous sommes une œuvre de bienfaisance non partisane qui cherche à renforcer la démocratie. On fait de la recherche pour pouvoir trouver les éléments de preuve qui nous permettront de réformer les systèmes pour qu'ils soient plus responsables, plus inclusifs, faciles d'accès. Je tiens à remercier Sarah Andrews, des Amis de la radiodiffusion, d'avoir organisé cette séance et à tous nos panélistes.
qui veulent bien des nôtres. Au début de la pandémie, le Centre Samara a organisé un webinaire Zoom avec des stagiaires en politique, mais quelques 20 minutes après le début, quelqu'un a piraté la vidéoconférence. Que je sache, l'attaque n'était pas ciblée. C'est tout simplement un pirate qui a mis de la musique très forte et dessiné une image grossière à l'écran et nous avons pu l'éteindre en quelques secondes. En théorie, pouvoir se connecter en ligne, c'est un outil incroyable pour la démocratie, mais en pratique, quelque chose a mal tourné. Nous nous comportons différemment en ligne. Les conversations ce que l'on a sur les médias sociaux sont souvent plus hargneuses qu'elles ne le sont hors ligne. Le harcèlement et l'extrémisme prospèrent dans pareil environnement. Bloquer une personne d'une conversation Zoom, ce n'est qu'une solution temporaire, mais ça ne nous permet pas d'aborder les problèmes qui affligent présentement la sphère publique numérique. Une étude menée en 2019 auprès de 54 Canadiens révèle que les Canadiens sont les plus susceptibles de considérer les médias sociaux comme nuisibles à la démocratie. Et la recherche soutient l'opinion publique que l'incivilité en ligne a un coût réel pour la santé de notre démocratie. En effet, elle peut désintéresser les gens de la politique tant en ligne que hors ligne. Et ça touche de façon disproportionnée des gens qui sont déjà sous-représentés en politique. Alors, ça exacerbe la polarisation, ça mine la confiance que nous avons les uns envers les autres et accroît l'aversion qu'on peut ressentir envers des personnes appartenant à d'autres partis politiques ou à d'autres parties du spectre idéologique. En plus de ça, cela nous rend plus vulnérables à la manipulation par des acteurs en ligne nuisibles, y compris des acteurs étrangers qui profitent de l'incivilité en ligne, souvent pendant les élections. La plupart des gouvernements s'orientent vers une réglementation des médias sociaux, mais leurs initiatives varient en termes de portée et d'efficacité et des questions délicates demeurent entières, à savoir comment réduire les comportements préjudiciables sans restreindre pour autant le discours politique, comment traiter les plateformes de médias sociaux dans le cadre de la loi. Est-ce qu'il nous faut de nouvelles lois ou nous faut-il de nouveaux moyens pour le faire appliquer les lois existantes? Et qu'en est-il des algorithmes et comment gérer ces algorithmes? Alors, cette même étude qui a révélé que les Canadiens s'inquiètent au plus haut point des effets des médias sociaux sur notre démocratie, a également révélé que seulement 40 des Canadiens souhaitent une plus grande réglementation des contenus partagés sur les médias sociaux. Alors, peu importe la solution proposée par le Canada, la bataille sera rude pour rallier les appuis publics. Avoir des conversations non partisanes comme celles que nous avons aujourd'hui, étayées par des recherches robustes, est une étape nécessaire en vue de trouver une solution. Et j'ai donc bien hâte d'entendre et d'apprendre de tous les participants aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Adelina. Merci au Centre Samara qui est co-hôte de cette activité. Vous pouvez entendre la version interprétée et en français. En appuyant le bouton de traduction en bas, il y a un bouton à côté du chat et du bouton pour poser vos questions où vous pouvez choisir votre langue préférée et la version française sera là pour vous. Thank you again. Before I get to the main event. Encore une fois, merci. Avant de passer au vif du sujet et d'entretenir les députés qui sont très patients en coulisses, j'aimerais céder la parole à Chris de l'Université de la Colombie-Britannique et qui est bien sûr Heidi Dvorek, qui va se joindre à la conversation, ont fait une recherche fascinante quant à l'incidence des médias sociaux, même l'utilisation des médias sociaux, donc l'incidence sur la vie politique et la santé démocratique du pays, sans oublier bien sûr les élections de 2019. Alors Chris, 5 minutes, si vous pouviez nous faire part des faits saillants de votre recherche, après quoi nous pourrons revenir sur les détails au moment de la période questions-réponses. Merci. Eh bien, c'est très bien. J'aime bien entrer en coulisses. Bon premier, question d'animer la foule. Je suis honorée de vous joindre de Vancouver et du territoire des Salish du littoral. Et merci à nos organisateurs, bien sûr.
Un petit instant. Bon, voilà. Je vais donc vous faire un survol de ce rapport dont Heidi et moi-même sommes les auteurs. Alors, ce que nous avons fait, nous avons interviewé quelques 31 candidats ou membres du personnel de campagne qui ont participé aux élections fédérales de 2019, ainsi qu'une douzaine d'élus à différents paliers de gouvernement. Puis, nous avons analysé plus d'1 million de gazouillis en anglais qui étaient destinés aux candidats de la campagne électorale. Et, au moyen d'un algorithme, nous avons catégorisé ces gazouillis sur une échelle allant de positif à très négatif. Et voici ce que l'on a constaté. Comme vous pouvez le voir, environ 1% sont des gazouillis très négatifs, des tweets qui sont menaçants, haineux ou dénigrants. 15% sont moyennement négatifs, c'est-à-dire des propos qui sont fortement insultants, et environ 25% les tweets qui sont faiblement négatifs, c'est-à-dire dédaigneux ou quelque peu irrespectueux. Comme vous pouvez le voir, la catégorie des tweets négatifs, et vous les comparez aux 7% qui sont positifs, voilà, qui vous donne une bonne idée de la teneur, pour ne pas dire la toxicité du discours en ligne pendant une élection. Nous nous sommes attardés aux tweets qui sont de la catégorie abusive. À qui sont destinés ces tweets abusifs? Ce que nous avons constaté, c'est qu'un petit nombre de candidats recevaient la majorité des messages abusifs. En fait, près de 70% des messages abusifs visaient seulement 7 candidats. Ce sont les 5 chefs de parti fédéraux et quelques députés qui sont de premier plan. Eh bien, en revanche, la plupart des candidats qui figurent dans notre base de données ont reçu 30 messages abusifs ou moins sur une période de 2 mois. Bon, c'est encore trop, mais ça vous donne quand même une idée. C'est que certains comptes font l'objet de tweets abusifs en très grand nombre. Mais ce n'est pas l'expérience de tous et de toutes. Il faut le garder en tête. Et je vous dirais qu'un plus petit nombre de messages abusifs pose des défis pour les candidats qui sont moins connus. Et nous avons seulement pu nous concentrer sur Twitter. Certains candidats nous ont dit qu'ils avaient reçu des abus de plus en plus graves sur Facebook, mais on n'a pas pu accéder à ces données toxiques sur Facebook pour pouvoir faire enquête. Peut-être qu'on pourra revenir à la charge à un autre moment. Un constat assez étonnant, c'est que nous n'avons pas trouvé que les femmes ou les candidats racialisés obtenaient des proportions plus élevées de messages abusifs. Cependant, tous les candidats non blancs et presque toutes les femmes candidates nous ont dit avoir été victimes d'abus en ligne portant atteinte à leur identité. Le problème est donc davantage lié au contenu qu'au volume de messages abusifs. Les messages explicitement racistes, sexistes ou homophobes représentent une très faible proportion des messages destinés aux candidats. Mais ils ont une incidence très grave car ils reflètent la discrimination ou l'hostilité à laquelle les particuliers ont été confrontés hors ligne, ce qui pose un obstacle supplémentaire à la candidature des membres de groupes sous-représentés. De plus, il y a des femmes éminentes, des politiciens racialisés et qui font l'objet d'un message abusif de façon exagérée. Et ça veut donc dire qu'ils sont confrontés à un environnement politique hostile. C'est donc un instantané. Je veux bien vous entretenir plus longuement de nos constatations, mais j'aimerais surtout souligner les constats clés. Le premier, il y a un tout petit peu de matériel qui pourrait être qualifié d'illicite. Et cela nous permettrait de recourir à des mécanismes sociaux et civils qui pourraient être coûteux pour
les utilisateurs. Ensuite, il y a beaucoup plus de contenu en ligne qui est incivil, irrespectueux, antagoniste. Les gens ne sont peut-être pas d'accord à savoir dans quelle mesure c'est problématique. Il va falloir y réfléchir. Comment faire face à cette somme plus importante de contenus qui ne sont pas civils. Mais il nous faut trouver des façons d'avoir des conversations plus saines en ligne. Il y a différentes façons de s'y prendre. Ce n'est pas seulement éliminer le contenu. Il faut envisager des changements au design, de sorte que les plateformes soient plus perceptives, encourager des conversations qui sont plus saines, encourager des échanges qui sont plus productifs. Il faudrait peut-être mieux outiller, dis-je, les utilisateurs. Nombreux sont les politiciens qui nous ont dit qu'ils aimeraient avoir davantage d'outils. Bon, il y a celui où on peut bloquer l'échange, mais on devrait pouvoir faire autre chose. On y reviendra. Une dernière chose que j'aimerais vous dire, ce n'est pas seulement un problème des plateformes de réseautage. Très souvent, les plateformes ne sont que le miroir de problèmes sociaux plus répandus. Et différentes organisations, y compris les partis politiques, ont un rôle à jouer pour essayer de écarter le discours toxique. Voilà donc ce que vous trouverez dans notre rapport qui est en ligne si cela vous intéresse. Il y a différentes façons de s'attaquer au problème et je ne vous cache pas que je suis emballée de vous en parler plus longuement. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait la mise en contexte. Je vois qu'il y a déjà des questions qui arrivent dans la boîte. Alors, n'hésitez pas à mettre vos questions au moyen de la fonctionnalité questions-réponses, Q&A en bas d'écran. C'est une séance interactive. Nous allons les traduire et les répondre aussi tout ensemble. So, let's turn right now to our Très guest bien. of honor. Thank you. Notre invité d'honneur maintenant, Bob Zimmer, merci beaucoup, député conservateur de la Colombie-Britannique, ainsi que Charlie Angus, néo-démocrate du nord de l'Ontario, et Heidi Warwick de la Colombie-Britannique. Merci à nos trois invités de marque. J'aimerais commencer par vous. Heidi, pourriez-vous nous dire quelle est votre expérience? On vient d'entendre de l'Université de la Colombie-Britannique que les messages abusifs, le harcèlement des candidats politiques en ligne, c'est omniprésent. Tout le monde semble en être la cible. Est-ce que pour confronter ces messages abusifs, ces messages menaçants, ces menaces toxiques, est-ce que cela décourage plus d'un à s'intéresser à la vie publique? Merci de la question, Daniel. Merci, Adelina, Chris, de vos exposés. C'est une question importante, Daniel, et je vais partager avec vous mon expérience personnelle. Un message qui m'a été transmis et qui était profane. Il m'a dit qu'il allait s'en prendre à moi avec une tronçonneuse. Et je l'ai lu en chambre lorsque j'ai présenté une motion pour contrer l'islamophobie. Et ça, c'était un message parmi des dizaines de milliers que j'avais reçus. Mais j'ai aussi reçu des messages très positifs, des mots d'encouragement. Et ces dernières années, ce que j'ai retenu de tout cela, c'est-à-dire de combattre la haine, la propagande haineuse en ligne. Il faut absolument se donner un espace sûr où l'on peut dialoguer, mais ce n'est pas une mince affaire, évidemment, puisque les politiciens ont à composer avec ça au quotidien. Et les statistiques que vous avez fournies le confirment, les chefs de parti sont aux prises avec ça beaucoup plus que ceux qui ne sont pas chefs de parti. Qu'il y ait une plateforme où tous sont les bienvenus. Et une chose que mes commettants me disent régulièrement,
mes commettants qui ont peur d'échanger avec moi sur ma plateforme de réseautage parce qu'ils craignent d'être ciblés par ceux qui suivent de très près les plateformes de réseautage et qui s'attaquent à eux. Parfois, c'est des commentaires positifs, mais ils craignent quand même les commentaires abusifs. Mais j'ai une question pour vous. Les gazouillis, je sais qu'Adelina a beaucoup parlé des gazouillis, mais en quoi les gazouillis se répercutent-ils sur vos données? Une fois qu'on a rapporté ces gazouillis, ils sont éliminés. Mais il faut trouver un équilibre entre la liberté d'expression et avoir un endroit sûr où on peut échanger. C'est important, cet équilibre, et il faut que les politiciens y réfléchissent. Ben voilà, nous avons une toute première question pour nos chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique. Chris ou Heidi, avez-vous une réponse à cette question? Ben, je peux tenter d'y répondre. Que fait-on quand des gazouillis sont signalés? Eh bien, nous recevions les gazouillis dès qu'ils étaient reçus. S'ils étaient ensuite supprimés, on y avait quand même accès. Donc, nous avions accès aux gazouillis bruts. Mais très souvent, quand on essayait de les repérer par la suite, certains de ces gazouillis avaient été signalés et supprimés. Donc, les algorithmes de Twitter semblent fonctionner en partie. Et certains des candidats ont remarqué que c'était une bonne façon pour composer avec ces gazouillis problématiques. D'autres n'étaient pas au courant des outils auxquels ils avaient accès. J'ai une question à votre intention, Monsieur Angus, et j'ai demandé à tous les participants, puisqu'ils sont tous des députés, de partis politiques de ne pas devenir partisans. Ils pourront regarder la période des questions par la suite. Mais, Monsieur Angus, évidemment, la partisanerie fait partie du problème. Et l'une des choses qui m'a frappé dans le rapport, c'est que les usagers très partisans, pas nécessairement des membres du parti, mais des partisans, semblent être les locomotives de ces attaques et ça touche tous les partis. Donc, ça ne touche pas un parti en particulier. Que pensez-vous du rôle des partis politiques quand on parle de problèmes d'abus en ligne, tant à titre de participant que d'observateur, puisque vous composez avec plusieurs collègues? C'est une excellente question. D'après moi, il y a trois choses. D'abord, il y a la conversation publique qui semble s'être amoindrie et nous en sommes tous responsables. Et ensuite, il y a la responsabilité des plateformes et de leurs algorithmes. Bob et Zimmer et moi avons fait beaucoup de travail là-dessus. On parle donc de désinformation et de toxicité. Puis ensuite, il y a une troisième question, à savoir comment peut-on s'assurer que les gens se conforment aux règles. Quand il y a des menaces réelles, comment les services policiers doivent-ils intervenir? Donc, il y a différents niveaux de toxicité dans tous les partis. Et c'est étrange pour moi. Bon, je suis partisan, je suis toujours au cœur des luttes partisanes, mais ce que j'ai constaté en ligne, toutefois, c'est que on semble ne plus savoir comment s'adresser aux autres. Il y a 17 ans, on ne parlait jamais ou on ne qualifiait jamais le premier ministre de traître. Et pourtant, de plus en plus, on l'entend. On dira le leader du Parti conservateur est fasciste. Je n'aimais pas Stephen Harper, mais je ne le qualifiais jamais de fasciste. Bon, je n'hésite pas à prendre la parole. Je
ne les qualifierai pas toutefois de traîtres et affirmer qu'il faut les pendre. Donc, c'est assez surprenant. Nous sommes de plus en plus divisés en ligne et même quand j'affiche un article, quelqu'un répondra, je ne lis jamais ce journal parce qu'il est de la gauche ou de la droite, que c'est de la désinformation. Toute cette idée de la désinformation semble nous diviser et j'aimerais leur dire, écoutez, vous n'aimez peut-être pas les politiques et éditoriales de ce journal, mais j'y contribue un article pour participer au discours politique. Sur ma propre page, j'ai constaté qu'il y a des gens qui cherchent à provoquer. Ils essaient de s'emparer du contrôle de votre page et il a fallu que je les bloque. Si vous êtes sur ma page pour créer de la dissension, si vous voulez des engueulades, eh bien, allez ailleurs. Ma page, c'est une page de dialogue. Et dès que j'ai commencé à faire cela, les dialogues, les discours étaient beaucoup plus respectueux parce qu'en bout de ligne, on a besoin de ce discours dans la sphère politique afin de pouvoir s'écouter, de s'entendre. On n'a pas besoin d'être d'accord les uns avec les autres, mais il y a des éléments dans chaque vision d'un parti politique qui contribuent à la sphère politique. Et donc, il nous incombe en tant que citoyens, citoyennes, bon, d'engager ces provocateurs. Bon, peut-être que parfois ça peut être amusant, mais ça a des résultats toxiques et ça peut devenir la locomotive du discours public et de le perturber. Merci, M. Angus. J'ai une question pour M. Zimmer qui attend patiemment, mais répondez oui ou non, M. Angus. Quand vous réprimandez des gens qui manquent de civilité envers un opposant, est-ce qu'ils réagissent? Réponse, la plupart des gens réagissent correctement et sinon, c'est des gens que je vais supprimer ou bloquer de ma page de toute façon. Parfois, c'est important de dire, écoutez, prenez un peu de recul quand même. Et à nouveau, on ne veut pas diviser les régions. Très souvent, les gens sont en colère, affirment des choses qui sont fausses. Bon, je veux bien pour la colère, mais il y a des niveaux de colère qui sont inacceptables et dire ce n'est pas juste, surtout quand on commence à menacer les gens de violence. Les gens pensent peut-être exprimer leurs émotions, mais quand on se sert d'imagerie violente pour composer avec des gens qu'on n'aime pas, on finit avec la situation de Joe Coxon au Royaume-Uni. Quelqu'un est tué et c'est toujours une possibilité. Monsieur Zimmer, l'un des résultats, l'une des constatations intéressantes de ce rapport, et Chris en a parlé tantôt lors de ses observations liminaires, c'est qu'il y a une distinction entre ce que l'on a décrit comme étant licite mais mauvais et le contenu qui est franchement illégal. Je sais que votre comité a discuté de la plateforme Pornhub et ça, c'est une discussion pour une autre journée, mais cette ligne de démarcation est importante. Bon, les gens, parfois, depuis les temps immémoriaux, en fait, ont été assez méchants en politique, mais le respect, néanmoins, est important. Et il faut quand même qu'il y ait des garde-fous dans une certaine mesure, mais ces garde-fous semblent avoir disparu. Donc, où est cette ligne de démarcation quand on parle de l'incivilité, de l'illégalité? Ce sont deux problèmes, mais je pense qu'il faut y réagir différemment. Et je crois que vous y avez beaucoup réfléchi quand on parle de modérer le contenu. Pouvez-vous donc nous en parler? Comment doit-on composer avec ce deux types de contenu sur la scène politique?
Oui, en effet. Merci. J'aimerais saluer mes collègues qui sont là. Comme Adélina l'a dit, c'est parfois très difficile de composer avec le problème. On comprend le problème. On peut voir qu'il y a des affichages illicites, commençants des commentaires, dis-je, hargneux. Bon, quand c'est illégal, c'est facile, mais il y a aussi le discours politique. C'est là où c'est plus problématique. Sur les plateformes de médias sociaux, les gens décident qu'ils vont écouter, qu'ils n'écouteront pas, à qui on donne accès aux plateformes et ça devient difficile de trouver cette ligne de démarcation. Si un candidat affirme lors d'une campagne, par exemple, quelque chose, je peux, bon, jauger de la véracité de cette déclaration. Mes collègues pourront dire non, ce n'est pas vrai, mais on pourra chacun fournir des éléments de preuve, mais qui doit trancher? Bon, parfois c'est facile, des fois ce n'est pas facile. Souvent, on tombe dans une zone grise et c'est beaucoup plus difficile. Et je m'inquiète d'accorder aux plateformes sociales ce droit de trancher et comme on l'a constaté, ils ne sont pas très bons quand il s'agit de le faire. Donc, je m'inquiète qu'on donne à ces plateformes de médias sociaux des outils très puissants. Ça peut même être militarisé quand c'est entre les mains de conseils d'administration dont le motivateur, ce sont les bénéfices de leur entreprise et non le bien-être de la démocratie. Donc, je m'inquiète de la puissance que ces gens détiennent. Est-ce que parfois ils ont été trop loin? Oui, en fait, écoutez, j'y ai beaucoup réfléchi et c'est une chose, bon, si quelqu'un dit quelque chose de préjudiciable envers quelqu'un d'autre, ça ne devrait pas être permis. On parle de l'article 7 de notre Constitution. Tout le monde a le droit à la vie, à la sécurité, à la liberté. Et si on menace cela, c'est illégal. Mais parfois, on peut faire des déclarations offensantes. Et ça fait partie du discours politique. Chris, vous avez parlé de racisme. Notre pays s'est nettement amélioré parce qu'on a beaucoup discuté de racisme. Ce n'était pas le cas il y a 100 ans. Et c'est grâce à ce discours dans la sphère publique, c'est en discutant avec des gens comme Ikra et Charlie à la Chambre des communes que nous avons amélioré notre discours. Bon, parfois, ce n'est pas toujours agréable, mais ces discussions ont besoin d'avoir lieu. Mais là où ça va trop loin, et ça revient à la question que vous avez soulevée, quand est-ce préjudiciable envers quelqu'un d'autre? Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans la fenêtre à cet effet. On en a une trentaine. Notre personnel les examine. Question en français parmi les autres. Question, Bob Zimmer, that you raised about how to... Bob Zimmer, vous avez soulevé une question intéressante qui est très d'actualité. Et c'est pour cette raison qu'on a avec nous non seulement un membre, mais la présidente du comité de la justice et droits de la personne, la députée Khalid. Bon, j'en ai moi-même discuté quand on a parlé du scandale de la plateforme Pornhub, de même que le rôle de Facebook qui peuvent faciliter des événements violents. Je ne parle pas seulement de ce qui s'est produit à Washington. On a, par exemple, voulu kidnapper la gouverneure du Michigan et ces gens ont mis sur Facebook des vidéos. Ils sont en train de construire des bombes. Et Facebook affirme qu'il prend ce contenu très au sérieux, qu'il le supprime. J'ai eu l'occasion de parler au comité du patrimoine et le Wall Street Journal a indiqué que
70 des groupes politiques enfreignent leurs propres règles et qu'on ne les supprime pas parce que ce n'est pas rentable. Et je me suis dit que c'était surprenant que le représentant de Facebook au Canada n'ait pas dit tout à fait la vérité. Donc, il y a cette question de responsabilité des plateformes. Quand on parle de la sécurité, de la civilité, c'est une chose, mais quand on parle de menaces, il y a des gens qui ont été menacés de mort même. Y a-t-il une réponse plus simple, une solution plus simple? Est-ce qu'on ne devrait pas appeler la police tout simplement? Merci, Daniel, pour cette question. Et oui, en 2018, le Comité de la justice et des droits de la personne a effectué une étude sur la haine en ligne, sur son impact sur les Canadiens et Canadiennes, et nous avons élaboré des recommandations concrètes pour le gouvernement afin de combattre cette haine en ligne. Et l'une des grandes questions que nous avons approfondie, pour laquelle il nous faut une solution, c'est quel est le niveau de responsabilité des joueurs afin d'atténuer cette rhétorique violente. À mes yeux, à titre de gouvernement, nous pouvons certainement composer avec les interventions les plus haineuses, les plus préjudiciables et le faire par le biais du Code pénal. C'est un cadre juridique existant afin de pénaliser les gens qui incitent ce type de violence et qui peuvent même cibler certains individus et les menacer. La responsabilité des plateformes de médias sociaux est une question critique. On a constaté que ailleurs en Europe, en Allemagne, on a élaboré des cadres où il y a une réglementation qui régit ces plateformes afin qu'elles soient imputables. Je crois que tous les Canadiens apprécient le fait qu'il faut en arriver à un équilibre entre ce qui est franchement violent, préjudiciable, haineux et qui est partagé sur ces plateformes de médias sociaux, ou à l'autre bout du spectre, cet endroit où on puisse se dialoguer et discuter civilement. Bon, il y a un certain nombre d'éléments qui m'intéressent. Entre autres, nous avions recommandé que dans le Code des droits de la personne, auparavant, il y avait l'article 13 qui créait des recours civils pour les individus qui étaient ciblés par des interventions haineuses sur les plateformes sociales. J'aimerais bien que l'on puisse rétablir cette mesure sous quelque forme que ce soit, afin qu'il y ait des recours pour les individus qui sont ciblés par des interventions haineuses. Pour ce qui s'agit des plateformes de médias sociaux, j'estime qu'il nous faut continuer de discuter de ce qui est explicitement haineux. On peut commencer par là. Vous avez parlé de Pornhub et de l'exploitation des enfants. On sait que c'est un gros problème au Canada et à travers le monde. Ce serait peut-être un bon point de départ et de commencer à réglementer ces plateformes en ligne pour ce type d'abus. Permettez-moi une autre question. Et puis ensuite, on pourra passer aux questions du public. Vous avez parlé d'autres pays qui ont une réglementation. Vous avez dit que c'est un point de départ. Vous avez parlé de Pornhub. On ne parle pas de civilité en politique là, mais on n'a pas certainement besoin d'une nouvelle loi pour décréter que la pornographie juvénile est illégale. Et quand on parle de menacer un candidat de mort, c'est clair. Je pourrais envoyer une lettre au rédacteur du Globe and Mail et de dire d'affirmer que le premier ministre devrait être pendu ou quelque chose du genre, ou que j'ai l'intention de le faire moi-même. Le rédacteur du Globe and Mail
n'a pas besoin de le mettre sur la première page. Et s'il le faisait, il pourrait être emprisonné et il serait un accessoire à un acte illégal. Au terme des lois, il serait responsable. Donc, pourquoi la haute direction de Facebook ne devrait-il pas à avoir les mêmes responsabilités en cas de menace de mort? Certainement, nous avons des lois pour composer avec de telles menaces. Est-ce qu'il nous faut un point de départ? N'existe-t-il pas déjà? Eh bien, justement, il nous faut des mesures pour protéger les gens. Lorsque Bob Zimmer et moi-même avons reçu Kevin Chan lors des audiences, on a parlé de la tuerie à Myanmar. Eh bien, ce sont les Nations unies qui ont déclaré qu'ils avaient été complices. Et puis, ils nous ont répondu, eh bien, vous savez, c'est une aventure, personne n'est parfait. Vous vous imaginez quelqu'un déclarer quelque chose de semblable sans être mis à la porte, pour ne pas dire mis en tôle. On a entendu parler des massacres au Sri Lanka, des massacres en Afrique, et les plateformes nous disent toujours qu'elles vont faire mieux. On a cette étude sur Pornhub et on se fait dire, ne vous inquiétez pas, il y aura des lois super. J'ai regardé le code pénal. Nous avons en fait les meilleures lois contre la pornographie infantile et pour autant, aucune de ces entreprises n'est poursuivie en justice. Je pense qu'il faut dire qu'il n'y aura pas de disposition qui va protéger ces plateformes lorsqu'il s'agit de violences, de haine, où on pense entre autres à la tuerie à la mosquée de Christchurch. Si un quotidien avait publié pareil manifesto, eh bien, ils auraient fait l'objet d'accusations. Facebook le fait pour dire « Ah, oupilaï, on a fait une erreur, il y a des enseignements à en tirer. » Non, c'est au gouvernement de dire « Trop, c'est trop. » Vous savez, ces plateformes sont tellement puissantes. Elles peuvent perturber la démocratie, elles peuvent aussi perpétrer des torts collectifs. Il faut qu'il y ait des mécanismes d'imputabilité lorsque on est à composer avec pareil abus. Bon, par chance, au Canada, on n'a pas vu des tueries comme on les a connues ailleurs, à l'étranger, mais on a entendu pays après pays après pays qui sont aux prises avec des questions vraiment très graves. Et cette idée que les plateformes eh bien, ils font l'objet d'une bulle, des jeunes en Californie. Non, ça ne convient pas. Allez-y, s'il vous plaît. Je ne crois pas que quiconque veuille donner une plus grande marge de manœuvre aux plateformes. C'est une question de pouvoir réglementer de manière efficace. Il existe pareil modèle et il nous faut les obliger à rendre des comptes pour ces contenus qui sont extrêmes, comme je l'ai dit plus tôt du reste. Mais il nous faut aussi nous assurer que les différentes plateformes se conforment aux exigences. Il nous faut donc regarder le tout. Qu'en est-il de nos lois sur le discours haineux? Il faut faire de façon efficace pour dire à Facebook, si vous ne retirez pas la fiche d'ici 24 heures, vous ferez l'objet d'une amende. Eh bien, du coup, comme gouvernement, il nous faut un mécanisme pour pouvoir passer à l'action. Il ne suffit pas de le dire, il faut pouvoir s'exécuter. Ainsi, les contenus qu'il faut retirer en moins de 24 heures, eh bien, il faut que ces contenus relèvent de la catégorie de ce qui est nocif. Le contexte, notamment social, y est pour beaucoup. Et d'ici à ce que ces entreprises de réseautage recrutent des gens pour se pencher sur ces données, eh bien, c'est très difficile d'en assurer leur conformité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible et ça doit être fait, mais il faut qu'il y ait du donnant-donnant, à savoir comment on va s'y prendre, comment on va s'assurer que les plateformes sont conformes. Je vais te poser une question, si vous me le permettez. Et vous pourrez peut-être répondre après coup. Merci beaucoup. Si vous recherchez des mécanismes d'imputabilité, il suffit de me passer un coup de fil. Une dernière question pour vous, Bob, avant de céder la parole à l'auditoire.
Bon, ce qui sous-tend les médias sociaux, c'est d'accroître la participation, de donner voix aux gens. Mais que je sache, le pourcentage de gens qui se rendent aux urnes n'a pas augmenté, le nombre de personnes qui participent aux partis politiques ou qui se portent volontaires pour travailler aux campagnes politiques, ça n'a pas augmenté. Mais pourtant, ça coûte aux candidats, à la démocratie, à la politique, en raison des comportements des gens sur les médias sociaux, où tout semble permis. Eh bien, est-ce qu'on obtient quelque chose en échange? Est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, dans un premier temps, les médias sociaux devaient être le nouveau forum public, mais en ligne. Moi, et Charlie l'a dit d'ailleurs, nous avons des circonscriptions en régions éloignées parce que nous habitons un pays qui est vaste. Et puis, je peux rejoindre quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres de loin. Je vous dirais que la moitié de mes commettants sont sur Messenger ou autres modes de communication sociale, ce qui est bien. On est d'accord. Mais ce sur quoi il faut se pencher, ce sont les algorithmes empruntés par les plateformes de médias sociaux et comment ça se passe dans les faits. Et cette conversation, elle est importante. Et il faut avoir les conversations, même si elles sont difficiles. Mais lorsque les plateformes de médias sociaux utilisent des algorithmes à des fins rentables, eh bien, vous savez, si les gens tiennent des propos antagonistes, haineux, cela leur permet de générer des revenus supérieurs. Alors, que font ces algorithmes? Est-ce que c'est d'encourager l'ascension? Oui, bien sûr. Alors, pourquoi cela continue-t-il de se produire? Eh bien, parce que les plateformes font de l'argent grâce à cela. Alors, il y a sûrement moyen de monnayer ces plateformes sans pour autant donner dans le discours haineux. On n'a même pas parlé d'ingérence de la part de pays étrangers. On a vu ce qui s'est produit aux États-Unis, par exemple. On crée de la division ou on crée de l'amertume. Les gens sur Facebook, enfin, on ne sait même pas si ce sont des personnes, ça peut être des robots pour semer la zizanie. L'exemple que j'aime bien donner, si je suis au volant et quelqu'un renverse une tasse de café sur moi, eh bien voilà, je ne suis pas très content. Mais vous savez, ces robots, ces acteurs étrangers, eh bien, c'est la même chose. Ils renversent des tasses de café sur nous tous et cela crée le chaos. Il me semble qu'il y a beaucoup à faire. Je pense à l'ingérence de pays étrangers. Il y a aussi, comme vous l'avez dit, Daniel, les algorithmes. Il y a certainement moyen de les améliorer et on ne s'est pas vraiment attelé à la tâche. Certaines plateformes, ont pris les choses en main, on commence à peine à les prendre en main, mais ce que nous avons constaté dès le début de nos délibérations, ces plateformes de réseautage tournent à 1000 km/h, alors que les législateurs, eh bien, c'est l'équivalent d'1 km à l'heure. Et donc, les plateformes en profitent. Donc, il va nous falloir trouver une façon de protéger le public, veiller qu'on ait de bonnes conversations, que l'on soit néo-démocrate, conservateur, libéral, peu importe. Les propos doivent être civils et qu'il faut nous pouvoir apprendre les uns des autres. Merci. Pour ce qui est du comité sur l'accès à l'information, la protection des renseignements personnels et l'éthique, c'était très, très impressionnant de voir combien vous étiez au courant des faits. J'ai assisté à la réunion à Ottawa, c'était en mai 2019, c'était très impressionnant. Je pense que c'est un modèle à émuler. Je vous remercie de votre participation aujourd'hui. Très bien, nous allons passer à la période de questions, de réponses de nos auditeurs. Nous recevons de nombreuses questions. Si vous voulez poser une question, n'hésitez surtout pas. Il suffit d'utiliser la fonctionnalité Q&A en bas d'écran. Pour une toute première question, le professeur Touareg qui écoute bien patiemment. Moi aussi, j'ai bien hâte d'entendre Heidi. Elle doit se demander, bon, c'est qui celui-là, ce type chauve qui pose des questions bêtes? Pourquoi ne posez pas des questions importantes? Mais je vais vous céder la parole, Heidi. J'aimerais revenir sur une question que j'ai posée plus tôt et qui a été posée par quelqu'un d'autre en ligne.
Bon, le gros de la conversation qui est mesquine de la part d'acteurs partisans, bon encore, ça pourrait aller, c'est peut-être impoli, mais ce n'est pas illégal. Mais parfois, ça met le feu aux poudres. Et à ce moment-là, les gens font part de leurs doléances. On l'a vu en septembre avec Catherine McKenna. Sa famille a eu besoin de faire appel aux forces de l'ordre, étant donné les menaces qui ont été faites à son endroit. Ça part, bon, de façon assez inoffensive et puis ça se détériore. Alors, la question est la suivante. Quelles sont les règles, les lignes directrices qu'il y a lieu d'envisager pour les politiciens, puisqu'il est impossible de contrôler ce qu'il advient de leurs propos une fois ceux-ci rendus publics? Merci beaucoup d'avoir organisé cette séance. Ça me fait plaisir d'être des vôtres. C'est un problème à plusieurs volets. Je n'ai pas une panacée à vous proposer. Vous savez, qu'est-ce qu'un député peut faire individuellement? Charlie Angus peut parler d'une chose, mais qu'est-ce qui est choquant pour lui n'est pas forcément choquant pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Ce que l'on veut, ce sont des conversations qui sont constructives. Il nous faut avoir un plan de match, il faut le communiquer de sorte que si les gens sont éliminés ou bloqués de la conversation, qu'ils comprennent pourquoi. Alors, on peut réfléchir à ce que peuvent faire les candidats individuellement. Ensuite, que peuvent faire les partis politiques? Est-ce que les partis politiques devraient offrir davantage de ressources aux candidats? Nous avons 3 députés, des chevronnés qui connaissent bien le sujet, mais très souvent, les gens ne sont pas au courant de la politique, de l'actualité politique. Alors, peut-être que les partis politiques pourraient offrir des ressources à ceux parmi les candidats qui ont une toute petite campagne et qui empruntent les médias sociaux. Alors, aux partis politiques, par exemple, d'élaborer un code d'éthique dont tous les candidats pourraient se servir. Puis, il y a le rôle des législateurs. Je vais revenir sur ce qui a déjà été dit. Soit qu'on tire au clair les règles existantes. Il faut bien sûr s'assurer que tous respectent les règles. Nous avons interviewé différentes personnes et différents candidats ont eu des expériences différentes lorsqu'ils ont communiqué avec les forces de l'ordre. Donc, tout dépendant de votre réaction, eh bien, la réaction des forces de l'ordre était différente. Puis, on s'est dit, eh bien, c'est quoi une conversation qui est constructive? Eh bien, il faut encourager la transparence. Chris y a fait allusion. Nous, on a regardé Twitter, mais pas Facebook, parce qu'on n'a pas pu accéder à ces données sur Facebook. Alors, le législateur peut remettre les pendules à l'heure juste, créer un cadre de transparence pour que les entreprises ne puissent pas se défiler et citer d'autres lois pour nous refuser l'accès aux données. Et bien sûr, les plateformes peuvent jouer un rôle important. Ils sont agnostiques. C'est Bob Zimmer qui l'a dit. Ils veulent que les gens soient sur leur plateforme pour qu'on puisse leur servir davantage d'applis. Vous savez, le gros de l'argent que font ces plateformes, c'est grâce aux applis. Alors, ce que l'on voit, malheureusement, c'est que les contenus qui intéressent les gens, eh bien, c'est ce qui met les gens en colère, ce qui fait peur aux gens, qui suscite des émotions négatives. On sait, grâce à des études longitudinales, c'est ce qui fait bouger les gens, les mène à l'action. Alors, il faut y réfléchir. Il y a peut-être lieu de concevoir quelque chose de différent, de tenter de concevoir une plateforme où les conversations seront plus saines. Et voilà, je pourrais vous en parler plus longuement, mais le contenu actuel est agnostique. Merci beaucoup. C'était une réponse complète. Ça nous prendrait des heures pour l'examiner de très, très près. Et on le fera. Un petit rappel. Il faut peut-être ralentir le débit parce que les interprètes doivent traiter toute cette information. Alors, une autre question d'un participant. Nous sommes environ 500. C'est formidable.
Ah ben, c'est facile de recruter, moins coûteux de recruter 500 personnes en ligne que ce ne l'est dans une seule salle. Et cette pandémie nous y oblige, mais bon. Alors, pour les députés qui sont nos invités, je ne sais trop qui voudrait passer en premier. Je ne suis pas doué comme animateur, je le concède, mais le fait qu'on abuse des politiciens en ligne, croyez-vous que cela pourrait donner lieu à ce que l'on a vu aux États-Unis le 6 janvier dernier, l'assaut du Capitole? Alors, on dit souvent qu'il ne faut pas rigoler face à ce qui se produit aux États-Unis parce que ça peut être ce qui va se produire au Canada aussi. Alors, qu'en pensez-vous? C'était épeurant tout ça. Et bon, pour ce que disait Charlie, Bob, en fait, tout le monde l'a dit. Ce n'était pas seulement une attaque contre une personne, mais une attaque à la légitimité des gens qui voudraient participer au processus démocratique et qui ont même voulu mettre un terme à la division avec les armes. Vous envisagez quelque chose de similaire? Est-ce que ça pourrait se produire au Canada? Est-ce qu'il y a des signes précurseurs qu'il faut surveiller de près? Alors, quiconque veut tenter de répondre à la question, levez la main électronique. Je suis certain que vous aurez tous de quoi ajouter. En effet, on a eu de nombreuses manifestations sur la colline parlementaire. On a eu des manifs de quelques 20 000 personnes qui sont pacifistes, la marche pro-vie, par exemple, mais il n'est pas dit que ce sera toujours ainsi. Je pense que c'est toujours possible, mais ce qui nous tient à cœur au Parlement, c'est que le public puisse accéder au Parlement. Nous avons été élus pour les représenter. Donc, on ne veut pas brimer l'accès à la colline parlementaire. Bon, on ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez, mais je pense qu'il faut faire tout ce que l'on peut pour protéger l'enceinte parlementaire qui est au cœur même de la démocratie. Et si on pense à la COVID-19, la pandémie, le fait qu'on ne puisse pas se rendre sur la colline en personne, il y a lieu de se pencher là-dessus, mais oui, il y a lieu de s'inquiéter de ce qui pourrait se produire, mais il ne faut pas perdre de vue que le Parlement, c'est le centre de la démocratie. Alors, écran, eh bien, c'est il y a quelques mois il y a quelqu'un qui a voulu franchir la propriété du premier ministre. Il était en voiture, il avait des armes. Je crois que bon, le fait qu'on voulait parler au premier ministre, ça vient de quelque part. Et il y a lieu de se demander comment on en est arrivé là. Ce qui s'est produit chez nos voisins du Sud, cela nous permet de mieux comprendre les conséquences qui sont graves, en fait, parce que certains groupes peuvent s'organiser sur les plateformes de médias sociaux. Je me souviens qu'en 2017, c'était une émission radio et l'hôte de l'émission avait menacé de rendre publique mon adresse personnelle à domicile à des gens qui n'étaient pas très contents de... J'ai eu peur, je ne vous le cache pas, j'ai de jeunes enfants à la maison. Et donc, cette peur que j'ai ressentie, elle est réelle. Il nous faut donc bien le comprendre et d'agir en conséquence. Il faut préserver le système démocratique. Et moi, je voudrais qu'il y ait davantage de jeunes femmes qui s'intéressent à la vie politique, mais je ne veux pas qu'elles aient à craindre pour la sécurité de leur famille, de leurs amis, en raison de cet intérêt pour le processus démocratique. Charlie, mais j'allais justement répondre à celle-là. Eh bien, dans ce cas-là, on vous écoute, monsieur. Mais je crois que, et je fais l'écho des propos de Bob, si je suis si fière d'être parlementaire, c'est que la colline parlementaire, c'est la colline du peuple.
On peut faire du yoga, on peut jouer au frisbee, les gens peuvent s'y rendre, manifester sans permis pour le faire. À plus d'une reprise, la GRC m'a demandé si je ne pourrais pas aller parler aux manifestants, aller parler aux jeunes, aller voir ce qu'ils trament, ces gens-là, pour qu'ils sachent avec qui communiquer. Ce n'est pas qu'ils veulent stopper le fonctionnement du Parlement. Au contraire, moi, je me rends au Royaume-Uni, je ne vois pas ça. Je vois à Washington, je ne vois pas ça. Mais je vois ce que l'on a, nous, ici, sur la colline parlementaire. Il faut le protéger. Bon, en 2014, on a eu une stratégie. C'était horrible. Nous n'étions pas prêts. Nous n'avions pas pris les mesures voulues pour assurer la sécurité de tous. Mais ce que dit Mme Khalid, moi, je suis d'accord, je m'inquiète au plus haut point de la menace personnelle à l'égard des députés. Moi, je me suis retrouvée dans une situation cet été où quelqu'un sur Facebook a dit quelques mots désobligeants à mon égard dans un premier temps pour ensuite s'attaquer à moi jour après jour pendant 2 mois. C'était vraiment public. Moi, j'avais à composer avec des commettants au quotidien et qui étaient vraiment inquiets de tout ça. Et puis moi, j'ai jamais pensé que j'allais vivre ça, mais j'ai réalisé que le Parlement ne mettait pas d'un grand concours. J'ai eu à faire appel aux forces de l'ordre avec le bureau du procureur. Quand on est un citoyen, monsieur, madame, tout le monde, et que vous vous crêpez le chignon avec votre voisin, bon, ça, c'est une chose. Mais vous savez, pour pouvoir obtenir des mesures policières, j'ai essayé d'expliquer aux forces de l'ordre qui ont fini par comprendre ce que j'essaie de dire. Moi, je suis un personnage public et c'est l'un des privilèges du Parlement qu'on ne m'intimide pas. J'ai l'obligation d'être au service du peuple et l'intimidation, c'est une menace à l'égard de la démocratie, à l'égard des droits de mes commettants. Nous sommes protégés sur la colline. Il y a des tonnes de policiers de sécurité, mais vous savez, la majorité des députés se rendent auprès du grand public. Et je ne suis pas accompagnée à ce moment-là. J'y suis par moi-même. Il nous faut donc avoir la conversation et j'en ai parlé au sergent d'armes à plus d'une reprise. Étant donné la toxicité de certaines de ces menaces, tentatives d'arrestation d'un député ou d'un premier ministre, le meurtre de Joe Cox, je pense qu'il nous faut nous dire comment peut-on collaborer avec la police et les procureurs de la couronne, parce que quand j'ai été élu, on n'aurait jamais imaginé qu'on en serait là. Mais maintenant, c'est une possibilité. Il faut en discuter. Il nous faut donc avoir une meilleure idée de ce qu'il nous faudra faire pour composer avec les menaces individuelles, parce que sans cela, un député fédéral ou provincial risque de devenir la victime d'un attentat et ça pourrait être tragique. En effet, c'est très inquiétant, comme vous le dites. Il nous reste environ 15 minutes. Et pour ceux d'entre vous qui avaient une prochaine rencontre, j'aimerais vous remercier. Nous avons reçu un très grand nombre de questions. On aimerait bien, évidemment, poursuivre le dialogue. Envoyez-nous vos messages sur notre site. Je sais que plusieurs décideurs politiques participent à cet appel de différents paliers gouvernementaux, y compris provinciaux. Donc, ça semble beaucoup intéresser les gens du point de vue pratique afin qu'on puisse trouver des solutions. Professeur Torek, j'aimerais vous poser une question. Charlie Angus a parlé du soutien qu'on pourrait accorder aux parlementaires et aux autres élus. Quels sont les recours disponibles pour les gens, surtout vis-à-vis les plateformes, afin que le contenu préjudiciable soit supprimé ou qu'on le rapporte à la police? Monsieur McKenna, Madame McKenna a dit Facebook ne voulait pas collaborer avec la police pour divulguer l'identité de quelqu'un qui menaçait sa vie. Voilà.
c'est la compagnie qui a payé une amende parce qu'elle ne préservait pas la vie privée des individus. Bon, je suppose qu'on peut toujours intenter une poursuite au civil. Ça peut être très coûteux et très long. En l'absence d'une réforme réglementaire, quels sont les recours disponibles aux individus et est-ce que cela pourrait même empêcher les gens de participer à la vie publique? Bon, mais il y a plusieurs dimensions à votre question. D'abord, chaque problème est un peu différent. Qu'est-ce que la plateforme vous permet de faire? Est-ce qu'on peut bloquer, mettre les gens en sourdine versus TikTok et Facebook et Twitter? Chacun a ses outils. Donc, nous avons vu que les candidats et le personnel de ces candidats ont pris des mesures différentes. Il fallait qu'un membre du personnel compose avec le problème. Dans le cas des candidats qui avaient peu de personnel, plutôt que de passer du temps avec vos commettants et de dialoguer avec eux, on investit beaucoup de temps à composer avec ces individus problématiques. Un autre outil, ce n'est peut-être pas très utile quand on a un gros volume de messages préjudiciables, parce que ça pourrait vous mettre beaucoup de temps à composer avec un volume de taille de ce type de message. Puis ensuite, les plateformes, la plupart des plateformes se trouvent aux États-Unis. On remarque qu'elles réagissent beaucoup plus aux menaces en sol américain. Je vais vous donner un exemple. Twitter ne fera pas les vérifications dans le cas de politiciens canadiens, alors que ce n'est pas le cas aux États-Unis. Donc, quand Catherine McKenna a eu des problèmes, il n'y a pas eu de vérification, même si c'est un député, une députée élue. Donc, ça n'attire pas l'attention des plateformes américaines parce que ça passe au Canada. Pourtant, les élections partout dans le monde sont importantes et il nous faut donc mieux communiquer pour que s'il y a un problème, eh bien, on puisse comprendre de quoi il en retourne. Et finalement, c'est ce que vous avez dit. Que se produit-il quand il s'agit de menaces violentes? Que peut-on faire? Eh bien là, je crois que les décideurs politiques pourraient donc penser à normaliser les procédures policières. Il faudrait songer à ce qu'on fait avec les données qui sont fournies par les plateformes et surtout quand il s'agit de contenu illicite. Donc, il y a plusieurs dimensions pour s'attaquer à ce problème. Les problèmes sont complexes, mais en ce moment, ça exige des investissements de taille en temps et en argent. Bon, justement, en parlant de ces investissements, j'ai une question à poser à M. Zimmer. Et je vais revenir à ce que Heidi vient de dire. Vous desservez vos commettants, vous n'êtes pas là pour vous défendre des menaces en ligne. Et je sais que les politiciens ne devraient pas avoir à faire face à toutes ces menaces. Et une façon de composer avec cela, c'est de bloquer des individus. Mais très souvent, les gens sont mécontents d'être bloqués. Ils estiment que cela viole leurs droits démocratiques. Je sais que le leader du Bloc québécois a eu à faire face à de telles controverses. Qu'en pensez-vous vous-même? Merci de cette question. Et Charlie y a fait allusion tantôt. Non, certains diront, vous devez défendre le droit à la liberté d'expression et vous devez donc accepter que je suis prêt à vous engueuler. Mais si quelqu'un faisait cela en personne, j'en aurais assez. Je leur dirais, écoutez, si vous voulez en parler, il faut appeler mon bureau. Bon, si je bloque quelqu'un, j'ai des normes semblables à celles de Charlie Angus. Si je comprends que les gens ne veulent pas discuter
une position, mais veulent tout simplement m'engueuler, eh bien, j'étais enseignant auparavant et si vous ne voulez pas faire preuve de respect, je vous bloque, c'est tout. Bon, bon, il ne faut peut-être pas aller jusqu'à arrêter la personne s'ils ne me menacent pas physiquement. Ils ont le droit de dire ce qu'ils ont à dire dans la mesure où ce n'est pas une véritable menace. Hey, Bob Zimmer, j'aimerais bien qu'en 2014, là, on ait pu vous atteindre. Ça, c'est un truc qu'on a reçu. Ben, ça, c'est presque d'aller trop loin, quant à moi. Mais parfois, quand les gens sont hargneux et que je n'ai pas l'intention de les entendre pendant 2 heures, ça ne mérite pas d'être arrêté. Ils ont le droit de s'exprimer, même si c'est hargneux, mais je n'ai pas besoin de les écouter. On parle, dans ce cas-ci, d'inégalité et c'est comme des pommes et des oranges, quant à moi. Je crois que chaque politicien, politicienne a eu à bloquer des intervenants de temps à autre. Voilà. Très malheureusement, ICRA en a déjà parlé. On veut de bons candidats et candidates dans la sphère politique. C'est le cas de tous les partis, mais c'est difficile quand on a à composer avec les médias sociaux. Toute dernière question. Et je vais demander à ICRA et Charlie de décider qui devrait y répondre puisqu'il nous manque de temps. Heidi a fait allusion au fait que des entreprises comme Twitter et Facebook se comportent différemment vis-à-vis les politiciens américains comparés à ceux d'autres pays. Charlie a parlé donc des dispositions refuge. Si vous ne connaissez pas la loi américaine, on fait allusion à une philosophie aux États-Unis où une compagnie comme Facebook qui est responsable de diffuser les messages d'autres ne devrait pas être imputable légalement pour ces messages. Il y a des précédents historiques qui expliquent cela, mais au Canada, ce n'était pas la loi jusqu'au dernier accord commercial. Donc, nos lois sont différentes de celles des États-Unis. Qu'est-ce que ça prendra pour que le Canada s'assure que ces entreprises se conforment à nos règles, à nos lois, plutôt que de s'en tenir strictement aux lois et règles américaines qui, évidemment, font leur affaire. Donc, comment peut-on regagner la souveraineté? Voilà, c'est la dernière question que j'ai à votre attention. Eh bien, je vais commencer. Oh, Charlie a pris la parole en premier. Donc, je serai très brève. Facebook a été trouvé coupable par le commissaire de la protection de la vie privée. Facebook a dit, bon, ben, c'est ce que vous pensez, tant pis. Imaginez une entreprise qui affirme, bon, je veux bien entendre votre opinion, mais je m'en fous. On n'a même pas encore taxé Facebook. Il ne paye pas de taxes au Canada et réalise d'énormes bénéfices. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas passé à l'action. Facebook, évidemment, ça a été très puissant pour ma région avec des collectivités isolées. C'est une plateforme très utile, mais le fait qu'ils ne payent pas d'impôts au pays, c'est absurde. C'est un peu absurde qu'on en soit encore en discuter. Pourquoi ne pas les taxer? Et s'ils enfreignent nos lois, on devrait les mettre à l'amende. On a un commissaire de la protection de la vie privée qui est intervenu et ils n'ont rien voulu entendre. Je donne la parole à ICRA, mais le représentant de Facebook au Canada a affirmé au Parlement canadien que la compagnie accueille une plus grande réglementation. Pourtant, ce sont eux qui se sont présentés devant les tribunaux pour dire que le commissaire de la protection de la vie privée au Canada n'a aucun pouvoir sur leur entreprise. ICRA, un mot de conclusion, comment peut-on regagner la souveraineté sur nos lois et nos règles? Merci beaucoup, Daniel.
J'aimerais réitérer ce qui a déjà été dit en bonne part. Oui, les plateformes des médias sociaux doivent être plus imputables vis-à-vis de l'information qu'elles divisent, mais le gouvernement et les citoyens doivent aussi comprendre les avantages qu'offrent ces plateformes. Par exemple, pour la sécurité publique, on peut contrôler les comptes publics à travers le pays, nous a permis de identifier des organisations terroristes. Est-ce qu'il faut faire plus? Absolument, mais il faut intervenir en s'assurant que les Canadiens et Canadiennes puissent profiter de l'existence des médias sociaux. Je crois que la liberté d'expression est au cœur de toute démocratie. Je crois qu'il nous faut poursuivre dans cette voie. Je sais que notre gouvernement cherche à mieux réglementer les médias sociaux et les rendre imputables par-delà les bénéfices qu'elles réalisent, les tenir responsables Thank you. grâce à ce qui se fait sur la plateforme. Merci beaucoup. Ça a été un événement vraiment tout à fait extraordinaire. On a répondu à quelques questions. On en a soulevé un très grand nombre d'autres, mais l'urgence de la situation, évidemment, est évidente et qu'il nous faut passer à l'action. Donc, j'aimerais vous remercier toutes et tous pour ceux et celles d'entre vous qui voulaient continuer de contribuer à cette conversation. Vous pouvez le faire sur Twitter ou vous pouvez le faire en ligne sur notre site Web. J'aimerais remercier nos invités, c'est-à-dire Charlie Angus, Ikra Khalid et Bob Zeimer. J'aimerais aussi remercier Heidi Torek et Chris Stenove pour leur excellent document de recherche et d'avoir contextualisé notre discussion. J'aimerais aussi remercier Adelina Petivorio, notre partenaire du Samara Center for Democracy, pour tout le travail que cet organisme fait au quotidien, mais aussi d'avoir co-organisé cette organisation. Et j'aimerais remercier nos aujourd'hui qui ont fait un excellent travail et qui ont eu à interpréter toutes les interventions. J'aimerais vous remercier et bonne journée. Oui, excellent travail. Merci beaucoup.